Et si tout ce que vous croyez à propos de l'argent n'était qu'une illusion, le salaire qui vous nourrit, les économies qui vous rassurent, les chiffres qui s'affichent sur votre téléphone, et si rien de tout cela n'était vraiment réel? Imaginez que vous découvriez que le fondement même de la vie moderne ne repose pas sur l'or, ni sur le travail, ni même sur la logique, mais sur la croyance. Que les gouvernements peuvent créer de la richesse à partir de rien, la supprimer d'un décret et continuer à convaincre tout le monde qu'elle est sacrée. Cela ressemble à une conspiration, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. C'est l'architecture du monde dans lequel vous vivez. Et le moment qui a tout changé s'est déjà produit. C'était un dimanche soir tranquille, le 15 août 1971. La plupart des Américains étaient chez eux devant leur télévision, inconscients que l'histoire était sur le point de basculer. Puis le président Richard Nixon est apparu à l'écran. Avec un calme assuré, il a annoncé à la nation que les États-Unis allaient temporairement suspendre la convertibilité du dollar en or. Une brève annonce, un mot doux, temporaire, et des siècles d'ordre financier ont pris fin. Les gouvernements étrangers ne pouvaient plus échanger leur dollar papier contre l'or qui les avait toujours garantis. Le lien entre l'argent et la réalité s'est rompu. À partir de cette nuit-là, le dollar n'était plus la promesse de quelque chose de tangible. Il n'était plus que la promesse de lui-même, une confiance imprimée sur du coton et de l'encre. Pour comprendre à quel point cela était révolutionnaire, il faut remonter à une époque plus disciplinée. Après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants mondiaux se sont réunis dans une petite ville tranquille du New Hampshire et ont mis en place ce qu'ils ont appelé le système de Bretton Woods. Toutes les principales devises étaient liées au dollar, et le dollar lui-même était lié à l'or à raison de 35 dollars pour une once. Le système fonctionnait. L'inflation restait modérée, le commerce se développait de manière régulière et les nations faisaient une confiance à cet équilibre, car il reposait sur quelque chose de physique, de fini. Mais à la fin des années 1960, cet équilibre a commencé à se fissurer. Les États-Unis perdaient beaucoup d'argent. Ils menaient une guerre sans fin au Vietnam, finançaient des programmes sociaux ambitieux et exportaient des dollars plus rapidement que l'or ne pouvait suivre. À Fort Knox, les coffres étaient encore lourds, mais pas assez. Les gouvernements étrangers, sentant la faiblesse, ont commencé à faire la queue pour échanger leurs papiers contre du métal. L'Amérique a réalisé qu'elle ne pouvait pas tenir sa promesse. Nixon a donc fait ce que les dirigeants ont toujours fait à travers l'histoire lorsque les promesses deviennent gênantes. Il a changé les règles. Il a qualifié cela d'urgence temporaire. C'est devenu une révolution permanente. La fenêtre de l'or ne s'est jamais rouverte. En quelques années, le monde est entré dans une ère entièrement nouvelle, celle de la monnaie fiat, du latin fiat, qui signifie qu'il en soit ainsi. L'argent n'existait pas parce qu'il était adossé à quelque chose de précieux, mais parce que le gouvernement l'avait déclaré ainsi. Pour la première fois dans l'histoire moderne, il n'y avait plus de limite naturelle à la quantité qui pouvait être créée. Et pourtant, personne n'a paniqué. Il n'y a pas eu d'émeutes dans les rues. Il n'y eut pas d'effondrement soudain. Le lendemain matin, les épiceries ouvrirent, les salaires furent versés, la vie continua. L'illusion perdura. Mais sous cette surface calme, quelque chose de profond avait changé. L'humanité était entrée dans un monde où la confiance, et non la rareté, était le pilier de la valeur. Et lorsque la confiance est le seul pilier, le temps finit toujours par faire apparaître des fissures, car ce n'était pas la première fois que l'argent s'éloignait de la réalité. L'histoire avait déjà joué cette partition auparavant. Il y a longtemps, Rome a bâti son empire sur des pièces d'argent solides, les deniers. C'étaient des pièces de métal honnêtes, frappées du visage de l'empereur et valant leur poids. Mais le pouvoir a le don de tenter même les plus disciplinés. Les empereurs avaient besoin d'armées, de monuments, de luxe. L'argent était limité, l'ambition ne l'était pas. Ils ont donc commencé à le diluer. Néron a réduit la teneur en argent d'un tiers. Ses successeurs sont allés plus loin. À l'époque des derniers empereurs, les pièces autrefois brillantes n'étaient plus que du bronze recouvert d'une fine couche d'argent. Le métal avait disparu, mais les chiffres restaient les mêmes. Les prix ont grimpé en flèche, la confiance s'est effondrée et les citoyens se sont tournés vers le troc. Une civilisation qui avait régné sur le monde connu a vu son économie s'effondrer. Non pas à cause d'une invasion, mais à cause d'une dévaluation. Des siècles plus tard, un autre empire a tenté une nouvelle astuce. Au 13e siècle,
La dynastie Yuan en Chine a introduit le premier papier-monnaie à grande échelle au monde. Au début, c'était une idée brillante, léger, portable, parfait pour le commerce sur les vastes routes d'Asie. Pendant un certain temps, cela semblait magique. La richesse pouvait voyager à cheval plutôt qu'en caravane. Mais la magie a toujours un prix. Les empereurs ont découvert un secret enivrant. Pourquoi taxer son peuple quand on peut simplement imprimer ce dont on a besoin? Les prêts se tournaient, l'encre coulait et la confiance s'évaporait. Les marchands ont commencé à refuser le papier-monnaie. L'inflation s'est emballée. Finalement, cette grande expérience s'est effondrée, laissant la dynastie affaiblie et le peuple appauvri. Vous voyez le schéma? La technologie change, pièces de métal, billets de banque, écran numérique, mais la tentation reste la même. Chaque fois que les dirigeants peuvent séparer l'argent de sa valeur réelle, ils le font. Et chaque fois qu'ils le font, ce sont les gens ordinaires qui en paient le prix. La décision prise par Nixon en 1971 n'était pas une anomalie. C'était un autre couplet d'une vieille chanson, la même mélodie qui résonnait dans les hôtels des monnaies en fusion de Rome et les papeteries de Chine. Seulement, cette fois-ci, l'instrument était mondial. Rome est tombé, mais le monde a survécu. La dynastie Yuan s'est effondrée, mais le commerce s'est poursuivi ailleurs. La différence aujourd'hui réside dans l'ampleur du phénomène. En 1971, le dollar n'était pas seulement la monnaie américaine, il était l'épine dorsale de tout le système mondial. Lorsqu'il a abandonné l'étalon or, le reste du monde a suivi. Les monnaies ont commencé à flotter librement. Les banques centrales ont fait des expériences. Les gouvernements ont découvert une nouvelle drogue, la possibilité de dépenser sans limite, d'emprunter sans conséquence, de promettre sans preuve. Au début, cela ressemblait à un progrès. Libérés du poids de l'or, les économies se sont développées. Les banques centrales ont appris à baisser les taux d'intérêt pour stimuler la croissance. Les gouvernements ont réalisé qu'ils pouvaient accumuler des déficits indéfiniment. Et les gens, confiants comme toujours, se sont adaptés. L'inflation des années 1970 a fait mal, mais les années 1980 et 90 ont apporté un calme apparent. Les économistes se sont réjouis. Une nouvelle orthodoxie est née. La conviction que les banquiers centraux pouvaient diriger l'économie comme des pilotes guidant un avion. Ils ont appelé cela la politique monétaire. Et pendant un certain temps, cela a semblé fonctionner. Mais chaque miracle a un coût. Les systèmes fondés sur la dynamique ne peuvent pas se reposer. La dette doit augmenter. La masse monétaire doit augmenter. La confiance doit être maintenue à tout prix. La machine ne peut jamais ralentir, car si elle s'arrête, elle meurt. Comme un requin, elle doit continuer à nager. Et c'est le monde dont nous avons hérité. Un monde qui ne fonctionne pas grâce à l'or ou au bien, mais grâce à la confiance. Un monde où la planche à billets est devenue l'arme ultime, et où chaque promesse dépend de la suivante. Une fois que le monde a abandonné l'or, tout a changé, d'abord discrètement, puis d'un seul coup. Les gouvernements ont découvert qu'il était beaucoup plus facile de faire des promesses sur papier que de prendre des décisions difficiles. Les banques centrales, autrefois gardiennes de la modération, sont devenues les ingénieurs de l'expansion. Chaque crise, chaque ralentissement est devenu une excuse pour imprimer, emprunter, intervenir. Et le public, bercé par la commodité, a cessé de se demander ce qu'était réellement son argent. Au début des années 1970, la dette mondiale atteignait des chiffres qui tenaient encore sur une page. Aujourd'hui, elle dépasse l'imagination. Des milliards de milliards empilés sur des milliards de milliards, comme une tour construite uniquement sur la foi. En 1970, les États-Unis devaient environ 370 milliards de dollars. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 34 000 milliards. Les chiffres sont devenus si vastes qu'ils perdent leur sens, comme si l'on essayait d'imaginer la distance entre des étoiles. Pourtant, tout le système repose sur une fragile illusion. Ces chiffres n'ont d'importance que tant que nous sommes tous d'accord pour leur en donner. À la fin du 20e siècle, chaque crise majeure a enseigné la même leçon. La bulle Internet de la fin des années 1990, l'effondrement du marché immobilier en 2000, les mesures de relance liées à la pandémie en 2020, des histoires différentes, mais la même fin. À chaque fois, le remède était pire que le mal. Plus de crédit, plus de dettes, plus de liquidités. On nous a dit que c'était la stabilité. Mais ce n'était pas la stabilité, c'était l'accélération. Et l'accélération exige toujours un sacrifice.
Vous pouvez mesurer ce sacrifice à l'aune de ce que votre argent vous permet d'acheter. En 1971, une once d'or coûtait 35 dollars. Aujourd'hui, elle coûte plus de 2 000 dollars. Une maison américaine typique se vendait autrefois 25 000 dollars. Aujourd'hui, le même toit coûte près de 400 000 dollars. Les salaires ont augmenté, certes, mais jamais assez pour suivre le rythme. Le résultat est familier à presque tous ceux qui vivent aujourd'hui. Travailler plus dur, épargner moins, posséder moins, payer plus. Et pourtant, le système murmure que tout va bien. Ce n'est pas seulement une illusion américaine. Lorsque le dollar s'est détaché de l'or, toutes les autres devises ont suivi. L'Europe, le Japon, la Chine. Aucune n'est plus liée à une réalité fixe. Toutes les banques centrales jouent le même jeu. Elles ajustent les taux d'intérêt, gonflent la dette, en espérant que le public continue à y croire. Et voici la vérité brutale. La confiance tient jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus. L'histoire nous a déjà montré ce qui se passe lorsqu'elle est rompue. Dans les années 1920, l'Allemagne de Weimar a croulé sous le poids des réparations après la Grande Guerre. Pour payer ses factures, le gouvernement a imprimé de l'argent plus vite qu'il ne pouvait couper le papier. Au début, cela a fonctionné. Les usines ont rouvert, les travailleurs ont été payés, la confiance est revenue. Puis les prix ont commencé à doubler chaque semaine puis chaque jour. Les familles transportaient leur salaire dans des brouettes. Les enfants fabriquaient des cerfs-volants avec des billets de banque sans valeur. Lorsque la confiance a finalement volé en éclats, l'économie s'est effondrée, laissant derrière elle la colère et l'extrémisme, terreau d'un phénomène bien plus sombre. Ou regardez l'Argentine, un pays qui a fait défaut sur sa dette souveraine 9 fois en un siècle. Le cycle est toujours le même. Dépenses excessives, inflation, dévaluation, effondrement, remise à zéro. Les citoyens s'adaptent comme ils le font toujours lorsque les institutions échouent. Ils gardent leurs devises étrangères sous leur matelas, achètent des biens immobiliers ou, aujourd'hui, se réfugient dans les crypto-monnaies. La vie continue, mais la confiance ne revient jamais. Alors pourquoi, sachant tout cela, continuons-nous à croire que cela ne peut pas se reproduire, ni ici, ni maintenant, ni à l'échelle mondiale? Parce que cette fois-ci, l'illusion est partout. Le système né en 1971 n'est plus national. Il est planétaire. Chaque marché, chaque gouvernement, chaque citoyen dépend de la même idée fragile. L'argent est réel parce que nous agissons comme s'il l'était. Mais l'argent n'est pas une loi de la nature. C'est un contrat social, un rêve partagé maintenu par la foi et la force. Autrefois, c'était des coquillages et du sel. Puis ce fut l'argent et l'or. Plus tard, cela s'est transformé en papier garanti par du métal. Aujourd'hui, cela existe sous forme de chiffres dans une base de données. Chaque étape nous a éloignés de la substance et nous a plongés plus profondément dans l'abstraction, et chaque étape a facilité la manipulation. Lorsque les chiffres remplacent les choses, le contrôle appartient à celui qui détient le code. Ce code est la nouvelle frontière. Partout dans le monde, les gouvernements se précipitent pour créer des monnaies numériques de banque centrale, CBDC. Ils promettent de commodité, rapidité, efficacité, transactions instantanées d'un simple geste sur un écran. Mais derrière le marketing se cache quelque chose de plus dangereux. Une visibilité totale, un contrôle total. Chaque achat est traçable, chaque transfert est programmable. La vie financière de chaque citoyen est exposée à l'État. Si l'argent est déjà une illusion soutenue par la confiance, imaginez ce qui se passe lorsque la même autorité qui l'imprime peut également décider comment et quand il fonctionne. Certains se tournent vers la crypto-monnaie pour trouver le salut. Le Bitcoin créé après le crack de 2008 a été conçu comme de l'or numérique, une forme d'argent à l'offre fixe, régie par un code plutôt que par la politique. En théorie, il offre une échappatoire à l'inflation sans fin de la monnaie fiduciaire. Mais il comporte lui aussi des défauts, volatilité, spéculation et la même cupidité humaine qu'il cherchait à fuir. Peut-être fait-il partie de la solution, ou peut-être n'est-il qu'un nouveau chapitre de la même vieille histoire, la recherche de quelque chose de réel dans un monde d'abstraction. Car la véritable leçon à tirer ici ne concerne pas l'or, le Bitcoin, ou même le dollar lui-même. Elle concerne le pouvoir. Chaque fois que la monnaie s'éloigne de sa valeur tangible, ceux qui détiennent le pouvoir gagnent en liberté, et tous les autres gagnent en risque. Les gouvernements apprennent qu'ils peuvent dépenser au-delà de leurs moyens.
Les entreprises apprennent qu'elles peuvent emprunter sans discipline. Les banques apprennent qu'elles peuvent prendre des risques en sachant que le public réparera les dégâts. Et les gens ordinaires, les travailleurs, les épargnants, les familles, deviennent le coussin qui absorbe chaque chute. C'est le cycle, c'est le piège. Et cela a commencé le jour où l'argent a cessé d'être réel. Alors, que faisons-nous de cette connaissance? Tout d'abord, nous cessons de faire semblant. Nous cessons de répéter les mythes faciles, que la dette n'a pas d'importance, que l'inflation est temporaire, que les experts savent toujours ce qu'ils font. Nous nous souvenons de ce que l'histoire a essayé de nous enseigner. Aucun empire, aucune dynastie, aucune économie n'est à l'abri des lois de la confiance et des conséquences. Ensuite, nous nous protégeons, non pas en recherchant un actif magique, mais en comprenant le système tel qu'il est. Une machine fondée sur la foi, destinée à échouer et à redémarrer, encore et encore. La véritable richesse n'est pas seulement l'argent, c'est la conscience, c'est la résilience, c'est la capacité à s'adapter lorsque les illusions s'effondrent. Car l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. L'argent déprécié de Rome, le papier ruiné de la Chine, les billets de banque brûlés de Weimar, tous murmurent le même avertissement. Une fois que la confiance meurt, l'argent meurt avec elle. Et lorsque l'argent meurt, les sociétés changent à jamais. Le jour où l'argent a cessé d'être réel n'est pas seulement une date en 1971. C'est un rappel que ce qui semble permanent ne l'est jamais, et que la valeur de tout commence et finit dans la seule chose que nous ne pouvons pas imprimer, la confiance.